Bonjour tout le monde et bienvenue à Personne n'en parle, une balado produite par Maison Interlude House. Je m'appelle Marie-Pierre Danjou et j'ai le bonheur d'animer ces podcasts avec ma collègue Sylvie Gravel. Allô Marie-Pierre, ça va bien? Bien, c'est sûr que ça va bien. Un autre beau podcast Oui, aujourd'hui. sujet très intéressant. Très intéressant. J'ai l'impression que notre fouineuse va s'en donner à cœur joie aujourd'hui. Il risque d'avoir pas mal de questions, puis Oui, de gros mythes et stéréotypes. Ça se oui, peut-tu? oui, effectivement, mon rôle, c'est vraiment de parler de commentaires qu'on entend dans la vie de tous les jours, des remarques que les gens font. Fait que moi, je vais lancer ça à notre invité, puis pour qu'il nous donne les réponses, pour qu'il nous éduque sur le sujet. Excellent. Puis quand je dis qu'il risque d'y avoir pas mal de préjugés, ben c'est parce qu'aujourd'hui, on a le plaisir de discuter de la situation de la communauté LGBTQ+. Donc, et pour ce faire, on a la chance d'avoir avec nous. Zachary Georges Gagné, bénévole chez Franco Queer. Merci, Zachary, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir, ça me fait plaisir. Excellent. Zachary, pour briser la glace, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours professionnel puis ton implication avec Franco Queer. Je sais que tu es toute jeune, mais quand même, on veut en savoir un petit peu plus sur toi. Absolument. Donc, c'est ça. Moi, c'est Zachary Georges. Les pronoms sont elle et il en français. Puis, je suis à la vice-présidente de Franco Queer, qui est une association à Toronto. Euh, donc, mon parcours professionnel, un peu, moi, j'ai eu des études en commercialisation de la mode. Donc, j'ai étudié ça, mais j'ai jamais vraiment travaillé là-dedans dans mon parcours professionnel. Donc, j'ai commencé un peu ma carrière en développant puis en offrant de la programmation pour des jeunes de milieux défavorisés partout au Canada à travers une organisation communautaire. J'ai fait ça pendant quelques années, puis ensuite, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le milieu communautaire en situation linguistique minoritaire, mais aussi plus précisément dans le milieu queer, LGBTQIA2+, toutes ces choses-là. Puis maintenant, c'est ça, vice-présidence de Franco Queer, mais je suis aussi à la coordination et à l'engagement francophone pour le réseau Enchanté, qui est un réseau national pour les organisations queer, puis indigé queer aussi. OK. Zachary, j'ai une petite question, parce que je t'ai entendu le dire un petit peu vite. C'est LGBTQ2A? LGBTQIA2+. OK. LGBTQIA2+. Ça, c'est l'expression que vous utilisez chez Franco Queer. On entend souvent, c'était devenu un petit peu une norme LGBTQ+, puis on arrêtait ça là. Si tu es capable de nous l'expliquer un petit peu plus, parce que, bon, LGBT, là, jusque-là, pas mal tout le monde, on Q, s'y oui. reconnaît. Q, on sait que c'est queer, mais ça reste un concept vague pour encore bien des gens. Puis là, après ça, là, IA2, puis là, je suis mêlée. J'ai besoin que tu m'aides. Ça va me faire plaisir. Oui, le LGBT a été vraiment un des premiers acronymes qui a existé. Puis c'était simple parce qu'il fallait commencer à quelque part pour normaliser ces termes-là, puis les faire connaître. Et je pense que maintenant, c'est bien qu'on avance en ajoutant des termes, puis en mettant en lumière des identités qu'on ne parle pas vraiment, mais qui sont autant discriminées ou qui ont peu de connaissances dans la communauté. Fait que ça mène encore un peu plus de violence de ce côté-là. Fait que si on commence avec le L, un peu plus connu, lesbienne, mais encore une fois, ces termes-là évoluent au fil du temps. Avant, une lesbienne, c'était une femme qui était attirée par les autres femmes. Et maintenant, on identifie beaucoup plus ça comme une personne. Il y a des hommes trans qui s'identifient comme lesbiennes aussi, parce que avant de faire leur transition, ils étaient une lesbienne, identifiée comme lesbienne, et c'est autant une attirance qu'une identité culturelle aussi, parce que ça apporte son propre lot d'expérience dans la vie. Donc, on peut quand même s'identifier à sa communauté lesbienne-là, même si on ne correspond pas aux termes particuliers. Donc, on vient un peu plus là, rendre les termes ou les étiquettes d'identité un peu plus complexes parce qu'ils le sont. On ne peut pas prendre une définition puis le coller à tout le monde. C'est impossible. OK. Donc, lesbienne. On a gay, donc plus communément homme qui est attiré par les hommes. On a bisexuel, une personne qui est attirée par les hommes et les femmes. Puis même, on voit de nos jours un peu plus là, une évolution de ce terme-là pour parler de personnes qui est attirée envers son genre et le genre des autres. Ah, Fait que OK. ça, on garde quand même la binarité, mais à la place de dire homme-femme, on vient un peu écrire les personnes non binaires là-dedans.
Et le B, parfois, peut être aussi utilisé par bispirituel, qui est une identité propre à la communauté autochtone. Donc, c'est des personnes, ça fait attrait à l'attirance sexuelle, à l'identité de genre, puis on parle vraiment d'une personne qui ne se reconnaît pas nécessairement dans homme ou femme, ou qui a les deux à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment que pour les personnes autochtones. C'est propre à leur culture. On a le T, donc personnes trans, il y a des personnes, des femmes trans, il y a des hommes trans, il y a des personnes transféminines, des personnes transmasculines, donc qui s'en vont vers un autre extrême de présentation de genre. Donc un homme trans, c'est quelqu'un souvent qui va avoir été assigné femme à la naissance et qui s'en va vers la transition d'être un homme dans sa vie, dans sa présentation, dans son cercle social. Mais il y a aussi des personnes trans masculines. Donc, ça, c'est des gens qui se sont fait assigner femmes à la naissance parce qu'à l'extérieur, leurs organes génitaux étaient féminins. Puis, ils ne s'en vont pas complètement vers l'homme, mais ils se détachent de leur féminité un peu plus et se rapprochent vers la masculinité. Donc, souvent, c'est des personnes non-binaires, de genre non conforme. Donc, ça, c'est d'autres termes, encore une fois, qu'on pourra peut-être un peu plus avancer plus tard. J'ai juste une question tout de suite par rapport à ça. Tu me dis trans féminin, trans masculin. Bon, ça, quand tu me dis on tend plus d'un côté ou de l'autre qui n'est pas le sexe qu'on a eu à la naissance, est-ce que c'est toujours dans l'optique de se rendre complètement à l'opposé du sexe qui nous a été attitré ou on arrête n'importe où dans la gradation que ça nous chante, genre? Ben, un peu le dernier point que tu as apporté, donc on arrête un peu où on en est confortable, parce qu'il faut comprendre qu'il y a l'identité de genre, mais il y a aussi l'expression de genre. Donc, par exemple, je ne sais pas, Marie-Pierre, toi, tu pourrais peut-être t'identifier comme une femme, mais te présenter de façon plus masculine. Mais même si tu te présentes d'une façon masculine, ça ne veut pas dire que tu es moins une femme. Donc, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui ne s'identifient pas comme un homme, mais qui vont quand même se rapprocher de qu'est-ce qu'on assume qu'un homme a l'air. Donc, ça, c'est l'expression de genre. OK. Donc, on utiliserait le terme transmasculine. Transmasculinité. Exactement. OK. Et ça, Parfait. dès qu'on utilise le mot trans, c'est que la personne ne s'identifie pas au genre qui lui a été assigné à la naissance. À la naissance, en partant. C'est ça. Fait une femme cis, donc une femme qui s'identifie comme femme et qui a été assignée femme et qu'elle présente de façon masculine, on ne pourrait pas dire qu'elle est transmasculine parce qu'elle n'est pas trans à la base. Donc, elle est juste masculine. Mais il faut être trans pour ensuite s'identifier à transmasculin ou transféminin. D'accord. Là, on Puis est ça veut pas. Il nous en reste une couple. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que, tu sais, comme tu dis, il était femme à la naissance, transmasculine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller avec le changement de sexe. Mais aucunement, aucunement. Hein? OK, Ouais, c'est vraiment un choix individuel de vouloir faire les transitions. Puis c'est aussi important de déstructurer qu'est-ce qu'on pense qu'un corps d'homme ou qu'est-ce qu'on pense qu'un corps de femme a l'air. Devrait avoir l'air, oui. Exactement. Tout à fait. OK. C'est une des entités qui est vraiment complexe parce qu'il y a différentes façons de le vivre son genre et son expression de genre. Donc, D'accord. Le Q? Oui, le Q, c'est queer ou en questionnement. Donc, c'est vraiment les deux significations qu'on a. Si on commence par en questionnement, c'est une personne qui n'est pas sûre de quel terme choisir pour s'identifier, mais qui questionne son identité sexuelle ou de genre, puis qui sait qu'il n'est pas hétéro ou qui n'est pas cisgenre non plus. Donc, ça, c'est vraiment un questionnement. C'est pour permettre à cette personne-là de se sentir comme elle fait partie de la communauté, sans avoir à choisir un terme particulièrement. OK. C'est ça que ça veut dire queer, en questionnement. En questionnement ou queer. Et queer, ça, c'est une identité de la communauté LGBTQIA de plus, définitivement. C'est vraiment deux termes différents. OK. La ressemblance, peut-être pourquoi tu les mélanges ensemble, c'est que queer aussi, c'est ne pas vouloir choisir une identité. OK. En questionnement, c'est ne pas savoir encore. Et queer, c'est ne pas choisir un terme précis pour définir son genre ou son orientation. OK. Donc, pour le queer, c'est très clair que lui n'a pas à choisir. Exactement. Il fait pas délai. Et c'est ça. Puis il ne veut pas avoir une étiquette. Oui. Bien là, c'est clair. Tu as en questionnement. Mais je trouve ça intéressant, par exemple, je sais que je t'arrête, tu n'as pas fini, mais tu sais, comme tu dis, là, LGB, on pensait que, OK, on est correct, on connaît les termes, mais ça évolue, là, c'est vrai, parce que vraiment, c'est plus inclusif, je pense. C'est ce que je dirais.
le plus qu'il y a de l'acceptation, le plus qu'il y a de la place à vraiment explorer son identité, puis trouver ce que ça veut dire individuellement. Donc, on ne peut plus nécessairement les mettre dans une boîte particulière parce que le vocabulaire, c'est comme si je demande, ça veut dire quoi l'amour? On ne trouvera pas une définition que tout le monde est d'accord pour l'amour. Fait que dire ça veut dire quoi être gay, c'est pas tout le monde qui va avoir la même définition non plus. Tu sais. Exact. Puis queer, est-ce que c'est l'expression anglophone de non-binaire ou ça n'a même pas rapport? Ça n'a pas rapport, en fait. C'est un autre affaire. Oui, il y a des gens qui sont queer et non-binaires aussi. Donc, il y a des combinaisons de termes, définitivement. Mais queer, c'est ce qui est important de dénoter aussi, c'est que ça a un poids politique aussi. Parce que queer était un terme dérogatoire auparavant. Donc, c'était une insulte qu'on utilisait pour discriminer contre les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles. On les mettait toutes dans le même tas, hein? Et ça, on disait, vous êtes... En anglais, là, c'était un terme qui était pas super bien utilisé. Puis, dans les années 60, 70, lors des mouvements des droits de la communauté gay, ça a été un terme qui a été réapproprié par ces personnes-là et que maintenant est devenu un terme identitaire ou qu'on a un peu plus creusé dans qu'est-ce que ça voulait dire. Là. OK. OK. On continue, on est rendu à I. I. Donc, le I, ça, c'est intersexe. Donc là, on a parlé d'orientation sexuelle, on a parlé d'identité et d'expression de genre, mais là, on parle plus d'une situation biologique d'une personne. Donc, une personne intersexe, premièrement, c'est 2% de la communauté mondiale qui est intersexe. Donc, c'est presque autant qu'il y a de personnes rousses sur la planète. Okay. Donc, si vous connaissez une personne rousse, vous connaissez une personne intersexe, c'est pratiquement certain aussi. Et ça, on ne le voit pas toujours parce que il y a une grande liste de différentes dispositions biologiques, héréditaires qui mènent à ce qu'une personne est intersexe. Donc, ça peut être qu'une personne a un taux d'hormones différent. Donc, une femme, par exemple, qui a un grand taux d'hormones de testostérone et qui a de la barbe, par exemple, pourrait être considérée comme une personne intersexe. Une personne qui a un pénis à l'extérieur, mais qui a des ovules, qui a des ovaires et un utérus. Donc, ça se peut. C'est une personne qui est intersexe. Et ça, encore une fois, c'est complexe un peu parce qu'il y a des gens intersexes qui ne veulent pas s'identifier à la communauté queer par rapport aux préjugés, aux stéréotypes qu'on lui donne. Mais il y a une grande partie là, dans les grands mouvements de pensée, de libération gay, ils se sont souvent réalliés parce que ces personnes-là peuvent avoir des attraits qu'on assume qu'ils sont trans. Donc, il y a des défis dans la vie sociale qui sont similaires un peu. Donc, c'est pour ça qu'on les inclut dans la communauté LGBTQIA2+. D'accord. Parfait. A. A. Le A, ça peut vouloir dire aussi plusieurs choses. Le terme un peu plus connu, c'est asexuel. Et ça, c'est une personne qui ne vit pas ou peu d'attirance sexuelle envers elle. Donc, soit cette personne-là n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, soit elle ne ressent aucunement de libido ou d'envie sexuelle. Elle n'a pas de désir. C'est ça, pas de désir. Et on a aussi aromantique, qui est l'équivalent, mais au niveau du romantisme. Donc, une personne asexuelle peut vouloir être dans une relation romantique avec quelqu'un, mais qui n'aura pas de désir physique avec cette personne-là. Les personnes aromantiques, c'est un peu le contraire. C'est des gens qui peuvent avoir de l'attirance physique envers quelqu'un d'autre, de vouloir avoir des relations sexuelles, mais qui n'aura pas envie de développer une relation romantique ou qui n'en est pas ou peu capable avec d'autres personnes. D'accord. OK. Puis, on vient aussi utiliser allosexuel comme terme, qui est toute personne qui n'est pas hétéro. Donc, la communauté allosexuelle, c'est des gens qui ne sont pas hétéros. Donc, ça, c'est un terme un peu plus grand. Mais est-ce que je peux utiliser le terme allosexuel pour LGBT? Il y a des communautés qui le font. C'est sûr que quand on dit allosexuel, on ne vient pas parler de l'identité de genre. Donc, on ne vient pas parler de trans, par exemple. On ne vient pas nécessairement parler des personnes queer, parce que le queer peut avoir autant attrait à l'attirance d'une personne que à l'identité de genre d'une personne. Donc, allosexuel, là, souvent, on va juste parler ça quand on parle de la sexualité et de l'attirance. OK. D'accord. Ouais. Là, on a le plus, hein, qui laisse porte à beaucoup plus de termes qui existent. Sans les expliquer, là, on a demi-romantique, demi-sexuel, pansexuel. C'est quoi pansexuel? Parce que ça, on entend un petit peu plus parler. Ouais. Oui, je pense au Québec, particulièrement avec l'occupation double, il y a quelques années, il y a eu la première participante pansexuelle et ça l'a fait bouger un peu les choses dans la communauté.
Il y a des ressemblances à bisexuels, mais ça, c'est une personne qui est attirée par les gens sans prendre en compte leur genre. OK. Donc, vraiment attirée par une personne sans penser à qu'est-ce qu'elle a dans ses pantalons ou comment elle s'identifie. Tu es juste attiré par cette personne-là. Donc, on fait vraiment affût du genre complètement. OK. Ça, c'est pour pansexuel. Transsexuel, exactement. D'accord. Puis là, parce que tu faisais référence à occupation double, hein, où ce que ça nous a permis d'être éduqués un petit peu plus, pour asexuel, je n'avais pas entendu parler, mais dans Si on s'aimait, qui est une série hein, sur des relations de couple et tout ça, OK. l'an passé, il y avait un couple, puis lui, un des participants était asexuel, puis je savais pas comme, OK, c'est quoi qui veut dire par là, il était asexuel, mais on a appris, tu sais, on a été éduqués sur ça, puis je trouve ça le fun qu'on en voit de plus en plus dans nos télés, hein, parce que beaucoup de monde écoute la télé, puis ça permet, autant que c'est des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles, puis ça nous permet de nous éduquer, là. Donc, oui, c'est très, très bien. Pour juste un peu round up, qu'est-ce qu'on parle là des Oui. différents thèmes, c'est souvent cette complexité-là qui vient choquer les gens et qui vient les brasser parce qu'ils se disent, si moi, j'ai besoin d'apprendre tout ça pour respecter une personne, c'est bien trop compliqué. Il y a des hommes, il y a des femmes, puis c'est tout ce qu'on a. Puis les deux, ils s'aiment, puis ils s'aiment pas entre les uns et les autres non plus. Ça vient choquer les gens. Mais ce qu'il faut, avant même d'essayer de comprendre tout le terme, c'est d'accepter les définitions qu'une personne nous donne quand elle explique son identité, puis peut-être poser des questions si la personne se sent confortable. C'est pas obligé d'être un expert ou une experte dans tous ces domaines-là pour être un allié ou une alliée de la communauté. C'est seulement de respecter puis d'accepter les décisions ou les mots que les gens décident d'utiliser pour s'identifier. Comment il se présente et s'identifie? Ben, tu sais, justement, si tu veux nous parler de ta façon à toi, Zachary, comment tu décris ton identité de genre, tu m'as dit non-binaire, transféminine. Fait que là, on va tomber dans le concret. Parle-nous de toi, justement, parce que tu me disais, ah non, queer, c'est pas non-binaire, puis tout ça. Fait que là, on t'écoute. Absolument. Donc, c'est ça. Moi, je suis une personne non-binaire, transféminine. On va parler peut-être un peu plus tard là, de mon parcours, comment je me suis rendue là, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi maintenant? C'est que j'ai été assignée comme homme à la naissance. Donc, j'ai un pénis, on a vu ça à ma naissance et on a dit, voilà, Zachary, c'est un homme et c'est ce qu'il va l'être pour sa vie. Et là, ça vient avec son lot de responsabilités et d'attentes sociales. Donc, Zachary va aimer les sports, Zachary va être bon avec ses mains, va faire du bricolage, va faire de la construction. Zachary va pas parler de ses émotions, Zachary va pas pleurer. Les stéréotypes. C'est ça. Zachary va se trouver une femme pour marier, avoir des enfants et ensuite provide pour toute sa famille. Donc, c'est ce qu'on entend lorsqu'on dit à quelqu'un à la naissance que tu es une femme ou un homme. Et moi, en grandissant, j'ai réalisé que ça ne me convenait pas vraiment ces attentes sociales-là, ni l'image que ça, les attentes que ça apportait de m'identifier comme homme. Donc, je suis non-binaire parce que je me reconnais autant dans les caractéristiques féminines que masculines. Comme je pense que la plupart des gens aussi vont se reconnaître là-dedans. Et on dit que les femmes, c'est des personnes qui sont très attentives, qui ont l'instinct maternel, toutes ces choses-là. Moi, je suis quelqu'un de très préoccupé par le bien-être des personnes, très émotive aussi de nature. Donc, au niveau social, je me reconnais un peu dans tout ce qui est homme, tout ce qui est femme. Puis, je suis transféminine parce que on m'a assigné homme à la naissance. Toute ma jeunesse et plutôt mon adolescence, je présentais très masculin. Donc, je portais des t-shirts à manches courtes, des t-shirts. Quand j'allais à la plage, j'avais pas de gilet. J'avais des shorts qui m'arrêtaient aux genoux. Tu sais, ça, c'est toutes des présentations masculines. Et maintenant, mon expression de genre, je l'envoie un peu plus vers la féminité. Donc, encore une fois, c'est un peu basé sur des stéréotypes parce que c'est dans les sociétés qu'on vit, c'est ça qu'on associe. Donc, je porte des boucles d'oreilles, je mets du maquillage, j'ai des cheveux un peu plus longs, je mets des robes parfois. Donc, c'est sûr que pour que les gens comprennent que je ne suis pas un homme, il faut que j'utilise mon apparence pour leur véhiculer mon identité pour qu'ils comprennent. Parce que si je m'habillais comme un homme puis que je m'identifiais comme une femme, par exemple, ou non-binaire, ça serait beaucoup plus difficile pour moi de me faire respecter, de me faire genrer correctement. Donc, encore une fois, pour moi, porter le bout d'oreille, c'est très non-genré. Mais dans le code social, je comprends que les gens identifient ça comme un trait féminin, par exemple. Donc, moi, j'utilise ces petits codes-là ou ce langage-là pour communiquer aux gens comment je m'identifie puis comment ils devraient m'adresser en parlant.
Mais Zachary, c'est quand même pas normal. C'est pas normal. Ça, là, c'est pas la première fois que je me fais dire ça, c'est certain. Puis même quand je pense à ma famille qui vient de la campagne, du bas du fleuve, du Québec, c'est beaucoup de nouveaux. Et c'est pas normal parce que c'est pas connu. En fait, c'est un peu la différence. Les personnes non-binaires, les personnes trans, ça existe depuis des millions, et pas des millions, mais des milliers d'années. Ça fait très longtemps. Et je pense peut-être, entre autres, à la communauté autochtone. Moi, je suis cri de l'Abitibi. Puis dans la communauté autochtone, s'habiller d'un genre différent est très commun, dépendamment des situations sociales. Donc, une femme autochtone qui perdait son mari dans les siècles passés, elle allait commencer à s'habiller en tant qu'homme parce qu'elle prenait le rôle d'homme dans sa famille et dans sa communauté. Donc, ça, c'est des pratiques qui sont très communes. J'ai oublié le mot, là, mais le cross-dressing, mais j'ai oublié c'est quoi en français. Donc, c'est très commun. Les personnes non-binaires existent depuis longtemps aussi, mais c'est que c'est maintenant qu'on en commence à en parler et qu'on commence à respecter cette identité-là. Donc, c'est ça qui fait que c'est pas normal, c'est qu'on ne le connaissait pas. Donc, si c'est pas dans la normalité de sa vie, c'est pas que c'est pas normal, c'est qu'on doit s'éduquer, on doit être sensibilisé à ces réalités-là. Puis dis-moi, tu me disais, donc, tu parlais des pronoms à utiliser, tu m'as dit il, elle. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? En fait, les pronoms, souvent, ce qu'on attend aussi, là, puis c'est une phrase que je m'attendais de voir de la fouineuse, c'est que moi, j'en ai pas de pronoms, j'en ai pas. On entend souvent ça des personnes qui veulent vraiment pas être identifiées comme trans ou de la diversité, là. C'est comme, j'en ai pas de pronoms. Fait que si t'en as pas, c'est que je parle pas de toi, dans le fond. Je vais juste pas parler de toi, parce que dès que je parle de quelqu'un, j'ai besoin d'utiliser d'un pronom pour me référer à cette personne-là. Donc, les pronoms les plus communs, c'est il et elle. Lui et la aussi, qui accompagnent chacun de ces pronoms-là. Donc, il, c'est plus communément associé aux hommes. Elle, c'est plus communément associé à la femme. Mais en fait, c'est que des mots qui ne veulent pas dire grand-chose et qui peuvent dire quelque chose de différent d'une personne à l'autre. Donc, pour moi, par exemple, j'utilise les pronoms il et elle parce que, comme j'ai dit, je me reconnais autant dans les caractéristiques féminines que masculines. Donc, j'aime quand les gens réfèrent à moi comme il et comme elle aussi. Puis ça peut fluctuer dans le temps aussi, parce qu'il y a des jours où j'aime beaucoup plus que les gens utilisent elle, parce que ça affirme mon identité, ça affirme comment je me présente et que les gens me perçoivent de la bonne façon. Donc, par exemple, moi, je demande aux gens de l'utiliser en alternance. Parfois, je communique aux gens dans ma vie de dire hey, est-ce que tu pourrais aujourd'hui prioriser le elle, s'il te plaît? Je pense que ça me ferait sentir mieux. Puis c'est sûr qu'en français, c'est plus complexe parce qu'il y a l'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, oui, puis Zachary, qu'est-ce qui est correct dans le sens que, tu sais, comme tu dis, toi, tu veux qu'on s'adresse à toi en utilisant le « elle » parce que, comme tu dis, tu fais passer ton message par de la façon que tu t'habilles. C'est ça ou est-ce qu'on devrait être à l'écoute de... quand est-ce que tu veux qu'on adresse le « il » ? Tu sais, on attend-tu que la personne nous le dise ou ben non, on peut le prendre comme moi, je te vois, je vais m'adresser avec toi en elle. Right? Tu vois, ça dépend vraiment. Moi, je laisse l'option aux gens parce que aussi, ça fait un échange. Donc, qu'est-ce que j'essaie de communiquer? Si la personne est plus tentée d'utiliser le elle, c'est que je comprends que cette personne-là me perçoit d'une façon complètement différente que moi, je me perçois. Donc, ça me donne un peu aussi des indicateurs sociaux de savoir est-ce que je suis en sécurité avec une personne ou non. OK. En même temps, si le il est là, c'est que le il est bon. Si je vous donne la permission, c'est que vous avez le droit de l'utiliser, par exemple. Mhm. Si, par exemple, on parle ensemble, toi et moi, et que tu utilises beaucoup elle, puis à un moment donné, je te dis, hey, tu n'utilises pas beaucoup le il, ça se peut que je te le demande, qu'est-ce qui fait que tu n'utilises pas beaucoup le il pour moi, puis on va en parler, puis on va pouvoir déconstruire ça aussi. Mais si une personne dit juste elle, ça veut dire qu'on utilise seulement elle pour cette personne-là. On ne dit pas, ah ben elle utilise elle, là. Lui, il utilise elle, c'est pas lui, c'est elle utilise les pronoms elle aussi. Tu sais, ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. OK. Donc, si la personne, Non, vas-y. a les deux pronoms, on utilise les deux pronoms, sinon on utilise juste un. Exactement. S'il y en a juste un, on utilise juste un. Il y a des gens aussi, quand il y a des alternances, que les gens vont se concentrer sur un pronom dans une phrase. Donc, les gens vont faire elle. Ils vont associer accorder au féminin aussi dans leur phrase. Et dans une autre conversation, ils vont utiliser le il
parfois dans la même phrase, les gens vont dire « Oui, elle, c'est un enseignant ». Donc, c'est pas dans la grammaire qu'on connaît dans le dictionnaire. Techniquement, ça serait incorrectement, mais on peut l'utiliser aussi de façon plus sociale et tout ça, là. Tu vois, moi, ça fait honnêtement, je pense 2 heures que je me fais du sang de cochon, que j'ai comme vraiment peur de me tromper de pronom, de te blesser, puis tout ça. Quand je vois il, elle, je peux pas trop commettre d'erreurs. Mais sinon aussi, je m'en allais avec ça, je voulais dire quelque chose d'autre. Que je faisais du... Ah oui, puis mais aussi, tu sais, au début, quand on s'est parlé, on faisait beaucoup d'échanges courriels. Puis de voir ton nom, Zachary Georges seulement, c'est sûr que je réalisais mon courriel, puis j'étais comme Colin de Bin parce que je voyais que toi, tu m'écrivais en parlant de toi au féminin. Mais avec ton nom, là, j'avais de la misère en te parlant aujourd'hui, puis en te voyant, tu sais, comme tu dis, l'image que tu projettes, je pense que c'est peut-être plus facile pour moi, mais à l'écrit, comme ton nom a un son qu'on associe habituellement plus masculin, j'avais j'avais peur. Cette peur-là vient aussi du manque de communication qu'on a entre les personnes. Puis c'est normal, moi je suis quelqu'un qui aime en parler, donc qui veut briser ça. Puis parce que les pronoms, c'est pas juste se souvenir, le rentrer dans la tête puis espérer qu'on n'oublie pas, c'est aussi travailler la perception qu'on a de la personne, de déconstruire les attentes qu'on a de cette personne-là. Tu as soulevé un bon point aussi qu'aujourd'hui, en me voyant, tu lis mieux mon langage corporel, tu lis mon vêtement et tout ça, mon apparence, mais il faut comprendre que encore une fois, ça, c'est attaché à des stéréotypes et qu'il y a des personnes qui vont te demander d'utiliser elles, mais que tu vas les voir et tu vas penser que c'est des hommes. Et ça, c'est autant valide. Tu n'as pas besoin d'être féminine pour être une femme, tu n'as pas besoin d'être masculin pour être un homme, tu n'as pas besoin d'être androgyne pour être non-binaire non plus. C'est vraiment là, quand on pense à l'histoire, c'est juste été des normes sociales. Il n'y a pas de livre qui nous dit qu'est-ce qu'un homme c'est, qu'est-ce que c'est une femme. C'est avec le commun des mortels, on s'est dit, ah ben, c'est ce qu'on voit le plus entre les personnes. On va essayer de normaliser ça. Et on voit maintenant que les gouvernements et des systèmes institutionnels aussi essaient d'implémenter ça pour que ça reste simple. Mais les humains, c'est pas des êtres simples. Aucunement, c'est des êtres très complexes. Oui. Puis de plus en plus, on a de la misère à s'identifier à ce qui est normal. Il y a de plus en plus de gens qui ont vraiment de la difficulté dans ça, puis qu'ils ne se sentent pas inclus dans cette dans ces choses-là, ouais, dans cette norme-là. J'ai une autre question. J'ai beaucoup de questions, mais je suis contente que tu en parles. Est-ce que LGBTQIA 2+, on retrouve juste ça dans les grandes villes comme Montréal, Toronto, Vancouver? On n'en trouve pas dans les petites communautés. Comme nous, je ne pense pas qu'on ait... Aucunement. Écoute, ça, c'est causé par plusieurs choses parce que c'est vrai que les personnes en milieu urbain vont souvent se sentir peut-être un peu plus confortables de présenter d'une façon qui va te dire « Ah, cette personne-là est queer » ou « Elle est pas queer ». Parce que le milieu social est plus acceptant. Ça fait plus longtemps que la religion non plus n'est plus aussi présente dans ces communautés urbaines-là, tandis que dans les communautés rurales, la religion a peut-être un impact qui a duré un petit peu plus longtemps et qui mène encore une fois à des stéréotypes. Donc, ça fait que les familles sont peut-être moins acceptantes. Donc, les gens ne se sentent pas aussi confortables de faire leur coming out ou de sortir du placard, comme on dit en français. Mais les personnes queer sont vraiment partout. Et le plus qu'on en parle, le plus que on vient travailler notre compréhension de qu'est-ce que c'est qu'être une personne queer ou LGBTQIA+. On vient vraiment comprendre qu'ils sont un peu partout. Vraiment, c'est une grande... Mais c'est pas une bonne compréhension de dire qu'ils sont seulement dans les centres, dans les grands centres de ville. Là. OK. Et comment est-ce qu'on devient LGBT? Écoute, il y a une application, il y a un formulaire, tu remplis, puis tu envoies ça au gouvernement, puis d'ici 9 mois, ils disent oui ou non. S'ils disent non, il faut que tu passes à autre chose. De quoi on parle, là? Mais je demandais, parce qu'il y en a qui disent, comment est-ce qu'on devient LGBT? Right? Mais on ne le devient pas. On est né à la naissance, on est qui on est. Vraiment, puis il y a des études qui ont essayé aussi de prouver que je me souviens d'une étude en particulier qui disait si une mère, une femme a plusieurs fils,
plus qu'elle a de fils, plus de chances que le dernier enfant va être homosexuel ou dans les derniers, parce qu'il va avoir moins de testostérone qui va être transmis à cet enfant-là dans. Vraiment? C'est-tu vrai? Il y a des études qui essaient de prouver ça. C'est encore très incertain si c'est réel ou pas. Mais on est une société qui est menée par la rationalisation puis la science. Et si la Ouais. science Mhm. il y a pas, c'est pas une conception réelle. Donc, c'est sûr que la science essaie de prouver ça pour essayer de valider les identités. Mais comme tu dis, on est vraiment, on est qui on est dans la vie. Puis c'est certain que, tu vois, moi, je ne m'identifiais pas comme une personne non-binaire quand j'étais au secondaire. Ça ne veut pas dire que je ne l'étais pas non-binaire. Ça veut dire que je n'avais pas le vocabulaire, je n'avais pas les connaissances pour me comprendre moi. Parce que moi, je pensais quand j'étais jeune que j'étais une personne féminine juste parce que j'étais gay puis parce que j'aimais les hommes. Donc, j'aimais la mode, j'aimais les robes, j'aimais les talons hauts, j'aimais la musique de filles, j'aimais la danse. Pas parce que j'étais une personne féminine, mais parce que j'étais gay. Ce qui n'a aucun rapport. Le fait que j'aime les hommes, ça ne fait pas de moi une personne plus féminine. Ça fait, donc, on confie un peu toutes ces identités-là ensemble. Et à Québec, qui est plus conservateur que Montréal, par exemple, que Toronto, il n'y avait pas ces termes-là autour de moi pour que je puisse me comprendre. Mais dès que j'ai eu des amis qui étaient non-binaires, et c'est là aussi on vient de dire, ah, dès que tu commences à traîner avec des gens LGBTQ, là tu deviens LGBTQ assez rapidement. Mais c'est parce que ces personnes-là te permettent de te poser plus de questions puis de remettre dans une différente perspective ton identité. Ben, juste, je t'inviterais à continuer, Zachary, sur ton parcours à toi. Tu sais, on reviendra aux autres questions tantôt, puis tout ça. Mais tu as bien commencé à nous parler un petit peu de ta jeunesse, puis tout. Donc, comment ça s'est passé? Parce que moi, j'ai toi? beaucoup de questions. Oh, on a Je veux plein, on va vraiment revenir comprendre. après. Finalement, ça va durer 3 heures. Écoute, moi, j'ai été assez chanceuse aussi. J'ai une mère qui n'avait pas vraiment d'étiquette en grandissant. Je l'ai vu autant être dans des relations avec des hommes que des femmes. Donc, je voyais ça déjà un peu normalisé. Donc, je comprenais que c'était une réalité. J'avais une famille religieuse, mais assez progressive aussi de ces côtés-là. Et assez jeune, moi j'avais 5 ans et c'était pas les petites autos que je voulais jouer, c'était les Barbies. J'avais des cheveux longs au milieu du dos en 5e année. À 2 ans, j'avais vu Star Academy au Québec. Il y avait un gars aux cheveux longs avec des oreilles percées. Puis j'ai dit moi. Et ma mère a compris que je voulais les oreilles percées. Et à 2 ans, elle l'a fait. Donc j'ai eu vraiment des privilèges au niveau du contexte familier qui m'ont permis de vivre un peu mes envies puis mes passions de façon assez féminine puis de façon acceptée aussi. Et assez vite, à 10 ans, moi, j'avais compris que j'avais déjà eu mon premier crush sur un petit ami à l'école primaire. J'avais un gros crush sur cette personne-là. Puis j'ai dit à ma mère, en pleurant, même si c'était normalisé, j'avais des grandes craintes. Je pleurais, puis j'ai dit à ma mère, je pense que j'aime mon ami Tommy. Et là, elle a fait, mais ça se peut, tu vas voir. Elle n'a pas dit, t'es trop jeune pour savoir. Elle n'a pas dit, voyons de quoi tu parles, les hommes aiment les filles. Elle n'a rien dit de tout ça. Elle a juste dit, tu vas voir. Puis à 12 ans, je me suis sentie assez sûre dans mon identité pour faire sortir du placard. Est-ce que vous entendez le. Oui, oui. un petit tirage. Donc, c'est ça, je me suis sentie assez confortable pour faire mon coming out à 12 ans en tant que personne gay. Puis à ce moment-là, c'était beaucoup plus simple pour moi de dire clairement j'aime les hommes et c'est tout parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place à faire un faux pas au secondaire. On veut être accepté et déjà là, qu'être gay, c'est hors du commun. Et je ne voulais pas non plus apporter trop de complexité à mon identité. Donc, j'ai été avec un terme que tout le monde allait comprendre, qu'il n'y avait pas de zone grise là-dedans et voilà. Donc là, j'ai été socialisé au secondaire comme le meilleur ami gay de tout le monde. C'est vraiment ça que j'ai été. Puis moi, j'ai tombé dans ces stéréotypes-là parce que je voyais que c'était comme ça qu'on m'acceptait. Donc là où j'avais plus d'acceptation, c'était quand j'étais l'homme vraiment là, super le fun party, puis que j'étais super féminin et que c'était là que les gens m'acceptaient comme ça. Donc j'ai poursuivi comme ça. Je me suis senti bien dans cette identité-là. Mais à plusieurs moments, je me souviens de regarder les gars dans ma cohorte au secondaire et de dire comment est-ce qu'ils agissent pour être masculins? Comment ils font? Puis à un moment donné, je me suis tanné de me faire appeler féminin parce que ça me faisait vivre de l'intimidation, de la discrimination avec les autres. Fait que je dis, là, il va falloir que je me masculinise, vraiment. Et j'ai commencé à vivre de l'homophobie internalisée. Donc, à l'intérieur de moi, je me suis commencé à me dire, avoir l'air gay, c'est vraiment pas bon.
j'ai le droit d'être gay, ça c'est bien, mais il ne faut pas que les gens le sachent quand ils me voient. Donc, j'ai commencé un peu là, à vous regarder mes amis de gars, faire comment eux ils se tiennent, comment ils mangent, comment ils parlent. Et là, ça a été du travail très conscient. C'était pas naturel du tout pour moi. T'étais jeune? J'étais jeune, ouais, 15-16 ans, puis je réalisais déjà que la masculinité, c'était pas dans moi, c'était quelque chose que j'apprenais de l'extérieur, puis que je devais apprendre. Vraiment, le jeune, c'est là que j'ai compris. À ce moment-là, je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Je pensais même que c'était normal de vivre ce processus-là. Mais les gars, dans la vie, là, peut-être que oui, il y a des petits questionnements sur ça veut dire quoi être masculin, mais ils passent pas chaque cours de maths à regarder leurs voisins pour essayer de voir comment être masculin. C'est vraiment pas ça. Donc, j'ai été dans la mode pendant 2-3 ans là, dans ce milieu-là où, encore une fois, le meilleur ami gay, c'était vraiment le rôle que je jouais. Puis, je suis sorti de ça complètement à un moment donné et je me suis ramassé dans un cercle de personnes queer vraiment plus féminins. Donc, des personnes non-binaires, des personnes lesbiennes, des femmes queer. Et ça, c'était vraiment pas ma réalité quand j'étais au secondaire. Il y avait beaucoup plus d'hommes gays que de femmes queer. Et là, ça a débloqué quelque chose en moi. J'ai fait, hey, toute la féminité qu'ils vivent et la complexité de l'identité, je me reconnais tellement là-dedans. Et là, j'ai commencé à penser à ma jeunesse et j'ai dit, hey, aimer les robes, c'est pas parce que t'es gay, c'est parce que t'aimes les robes, vraiment, et t'aimes le féminin, tu sais. Et là, moi, j'ai commencé à poser des questions. Je dis, hey, le maquillage, j'aime vraiment ça. J'ai commencé à jouer dans le maquillage avant de faire mon coming out comme une personne trans. Et là, j'étais comme, ah non, non, je suis juste un homme gay féminin. Je reconnectais avec cette féminité-là que j'avais quand j'étais jeune. Et là, ça l'a fait de son chemin que aimer les hommes, vouloir avoir des relations sexuelles avec les hommes, c'est pas c'est pas vouloir dire non plus que tu veux porter des robes. Ça n'a pas tant de corrélation entre les deux. Et c'est là où j'ai dit, je pense que mon identité de genre, c'est pas être un homme du tout, du tout. Et là, j'ai commencé à utiliser les pronoms. Bon, ça s'est fait en anglais beaucoup aussi. C'est ça que ça fait bizarre d'en parler en français un peu, parce que mon parcours, c'est vraiment plus passé dans ma communauté anglophone ici. Puis là, j'ai passé d'utiliser les pronoms he, him à utiliser les pronoms he, they. Puis le they, them, c'est le pronom neutre, comme yel, par exemple, en français. OK. D, c'est yel en français. Oui, yel en français. Ça, c'est le plus commun. Il y en a d'autres, mais c'est le plus commun, puis qui est récemment aussi ajouté dans les dictionnaires, le Grand Robert et tout ça. OK. Là, j'ai commencé à utiliser les pronoms he, they. Puis là, j'étais quand même de plus en plus que je m'ouvre à cette partie de moi, le plus que je sens que le he, il n'y a pas tant de rapport en anglais. Et là, je me suis en allé à juste they, them, donc comme yel en français. Et je n'utilisais pas yel en français. Pendant tout ce temps-là, parce que j'étais déconnecté de mon côté francophone, j'utilisais il, lui. Parce que je ne savais pas comment vivre cette féminité-là dans un langage qui est si binaire et qui te dit tu dois être un enseignant, une enseignante, tu es un spectateur ou une spectatrice. C'est toujours. Et je ne savais pas où me placer là-dedans, tandis qu'en anglais, c'est beaucoup plus fluide. Oui, c'est vrai. Et on pense pas à ça. C'est vrai que ça fait une différence. T'es pas beau, t'es pas belle, you're beautiful. C'est vraiment une langue très neutre. Et là, je vivais ça là-dedans. Maintenant, en anglais, j'utilise les pronoms they and she parce que le he, him, je me connecte vraiment pas à ce côté masculin-là. Mais par exemple, en français, si je veux me sentir mieux avec moi-même, il faut que je laisse le il un peu plus là-dedans. Pour moi, donc c'est vraiment mon expérience personnelle, je sens que ça facilite ma vie dans mon milieu professionnel autant que personnel de laisser les gens utiliser le il en même temps que le elle. Donc, c'est un peu mon parcours. Puis à travers tout ça, mon identité, mon orientation sexuelle a évolué aussi. Je pensais que j'étais juste un homme gay quand j'étais au secondaire parce que c'était plus facile et que je me suis mindé à ça. Mais maintenant, je me rends compte que j'ai des attirances autant sexuelles que romantiques à beaucoup plus de personnes que seulement des hommes. Et ça, c'est parce que ma communauté m'a permis d'être plus nuancé. Et en me permettant d'être plus nuancé, j'ai pu, moi, me permettre aussi d'explorer différentes parties de mes sentiments puis de mon identité. Parce qu'au début, quand tu disais tu t'identifiais plus comme gay, c'était les termes qui étaient utilisés en société aussi. Vraiment, pansexuel, je connaissais pas ça du tout. Non-binaire, j'avais aucune idée c'était quoi. Demisexuel, aucune idée c'est quoi. Donc, si je ne le sais pas, c'est comme si tu dis à une personne qui n'a pas de télé, est-ce que tu t'ennuies d'avoir une télé? Il ne sait pas c'est quoi une télé, il s'en ennuie pas pour tout. C'est vraiment la même chose. Vraiment. Je voulais juste savoir aussi, dans une relation lesbienne, qui fait la femme et qui fait l'homme? Oh là là, la grosse question. Qui porte les culottes dans le coucher? Ben oui. Encore une fois, une très grande
mécompréhension de qu'est-ce que c'est une relation queer. C'est deux femmes s'identifient comme femmes et en relation lesbienne, les deux sont des femmes. Je pense que qu'est-ce qu'on vient demander plus dans cette question-là, c'est qui est dominant et qui est plus submissif. Je sais pas, c'est submissif Oui. en français? Oui, au lit. C'est vraiment plus ce qu'on vient demander OK. que qui est un homme, qui est une femme. Parce que si tu demandes qui a un pénis, qui a un vagin, aucun des deux a un pénis dans cette façon-là. Ben, comme on a dit, peut-être que parfois oui, parce qu'il y a des femmes lesbiennes. Donc maintenant, il y a des lesbiennes qui ont des pénis, par exemple, mais ça ne fait pas plus que c'est un homme ou que c'est une femme, par contre. Puis j'ai une autre question. Les couples homoparentales qui ont des enfants, probablement que ces enfants-là vont devenir des homosexuels aussi. Et là, c'est dur de défendre ça quand moi, ma mère était aussi un peu queer, hein? Mais non, ça, c'est encore une fois une très grande convention. Comment une personne. Ça voudrait dire que toutes les personnes hétéros ont que des enfants hétéros. Puis on voit que c'est pas vrai. Là. C'est pas parce que l'enfant d'un couple est gay, homosexuel, bisexuel, peu importe, que ces personnes-là deviennent homosexuelles ou qu'ils l'étaient d'avant non plus. C'est vraiment pas héréditaire ou c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut apprendre à son enfant. Là. Puis tu te fais réaliser, c'est vrai, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Sinon, les couples hétérosexuels qui ont des enfants homosexuels, on pourrait remettre en question leur hétérosexualité. Exact. Si c'est un mythe. D'accord? Écoute, je m'en vais un peu vers une autre tangente. Dans le fond, nous, chez Maison Interlude House, on travaille avec des femmes cis ou trans qui ont été victimes de violences, de tous les types de violences, psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, financières, name it. Puis, on croit, de notre côté, que la communauté LGBTQ, il y a deux plus, est plus à risque de subir de la violence. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez des statistiques chez Franco Queer à ce sujet-là? Est-ce que c'est une fausse idée qu'on se fait? Puis c'est pas juste la violence conjugale entre partenaires, la violence sous toutes ses formes. Oui. Ouais, il y a des statistiques, j'en ai pas sur le tas de ma tête aujourd'hui, là, mais il y a clairement des statistiques qui prouvent qu'il y a une chance augmentée de vivre de la violence conjugale, domestique, intimidation, cyber-intimidation lorsqu'on fait partie de la communauté LGBTQ, il y a deux plus. Et plus précisément, encore une fois, les femmes trans, autochtones et noires au Canada sont encore plus sujettes à de la violence, autant des institutions que des individus aussi. Et ça, c'est causé par plein de choses. Donc, premièrement, il y a un manque de services adaptés pour les personnes queer. Donc, les gens ne savent pas où se tourner parce que partout où tu vas, les personnes, ça s'améliore vraiment plus en plus, mais surtout dans les milieux ruraux, il n'y a pas beaucoup de services qui sont adaptés quand on parle de la violence pour les personnes queer. Après ça, il y a aussi l'isolement de la famille. Donc, une personne qui fait son coming out a beaucoup plus de chances de perdre ses liens avec sa famille ou son cercle social de sécurité. Et lorsqu'on vit de la violence après ça, ben, c'est plus dur d'aller chercher de l'aide ou se sortir de cette réalité-là parce qu'on n'a plus de cercle à cause de cette identité que les gens n'ont pas acceptée, vraiment. Après ça, on peut penser aussi que il y a de la difficulté aussi à trouver un emploi ou un logement. Donc, ça amène des difficultés financières, ce qui peut parfois mener les gens à avoir des recours à des revenus financiers extérieurs, donc comme par exemple le milieu de la rue. Donc ça, c'est de la grosse généralisation, mais quand même, il y a une grosse partie de la communauté de travailleurs, travailleuses du sexe, par exemple, qui font partie de la communauté queer. Parfois par choix, parfois parce que aussi il y a un manque, il y a des difficultés qui sont soulevées quand tu fais un travail, quand tu cherches un emploi, quand tu cherches un logement. Donc, parfois, c'est des ressources auxquelles les gens font allure. Puis si on connecte ces milieux-là par la criminalisation que le gouvernement a faite, autant que par les méconceptions sociales, c'est un milieu qui peut être très dangereux ou qu'on perçoit comme plus dangereux aussi. Puis ça mène à de la violence, autant, comme on a dit, de la violence physique. Donc, quelqu'un qui peut se permettre d'être plus abusif envers une personne parce qu'elle n'a pas de famille ou il n'y a pas de personne qui va s'occuper de cette personne-là particulièrement.
Ça mène aussi à la cyberintimidation en grand nombre, surtout quand on pense à toutes les nouvelles qu'on voit chaque jour qui sont très décevantes par rapport aux lois ou aux services ou aux réalités des personnes queer. Donc ça, c'est de la violence psychologique à chaque jour, d'ouvrir Instagram et d'être bombardé de nouvelles vraiment désolantes par rapport à sa communauté. Ça travaille le moral de quelqu'un, puis ça abaisse l'estime de soi aussi énormément de ce côté. C'est tellement gratuit, hein, et facile sur l'Internet. Tu es caché derrière un écran, le monde écrive ce qu'ils veulent, puis... Mais Zachary, on dit que les LGBT, ben c'est qu'est-ce que j'ai entendu dire, LGBT exagèrent et se victimisent beaucoup. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'homophobie là, de nos jours. On est rendu en 2022. On pense qu'il n'y a plus d'homophobie parce qu'on parle de l'homophobie. Avant, l'homophobie, on ne disait pas que c'était de l'homophobie, on disait que c'était de la haine ou même que c'était véritable. Maintenant, quand on dit que c'est une phobie, une homophobie, c'est que c'est péjoratif comme terme déjà à la base. Avant, ce n'était pas vu comme péjoratif. OK. Maintenant, on a fait cet avancement-là, donc on voit la violence ou la haine envers ces personnes-là comme péjoratif parce qu'en tant que société, on avance tranquillement, pas vite, mais l'homophobie, la biphobie, la lesbianophobie, la lesbophobie, pardon, la transphobie, elle est partout, surtout dans le petit coin de la tête qu'on ne réfléchit pas tout le temps, dans les institutions gouvernementales, dans le système d'éducation, dans le système de santé, surtout, vraiment dans le système de santé, il y a beaucoup d'homophobie, de transphobie et tout ça. Donc, on pense qu'il n'y en a plus d'homophobie, mais il y a beaucoup de micro-agressions qui se passent. Quand tu vas dans ton bureau, puis tu entends ton ami Sylvain parler de sa femme, Alberte, par exemple, bien ça, c'est un peu normal. Tandis que Sylvain va te dire « Hey, toi, Zachary, t'as-tu une blonde? » Et moi, je suis comme, hey, non, j'ai pas de blonde, j'ai un chum, par exemple. Donc, ça, c'est des micro-agressions qui font que ces gens-là ne se sentent pas en sécurité dans les milieux de travail. Quand je pense aux personnes trans, il y a des milieux d'emploi qui vont refuser la prise de congé maladie pour des chirurgies d'affirmation de genre, parce que c'est pas considéré comme nécessaire. Donc, les gens vont dire « Ah, les assurances, ça passe pas là-dessus, fait que tu n'as pas le droit à ton congé de rétablissement de ta chirurgie. » Ça, c'est de la violence institutionnelle, comme on pourrait dire. Donc, il y en a encore beaucoup, mais sous forme peut-être un petit peu plus subtile. Mais encore une fois, il y a beaucoup de violence dans les rues de personnes qui se font agresser verbalement ou physiquement dans des milieux publics. Il y en a encore, puis on en voit passer dans les médias. Peut-être moins au Canada, un petit peu moins qu'aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire que les médias partagent tout non plus. Mais tu as parlé des microagressions. Là, tu as donné un exemple. T'en as-tu d'autres, des erreurs qu'on fait en tant qu'hétéro, admettons? Parce que je pense pas que la personne elle a l'intention de te blesser, de t'agresser en disant ça, mais qui pour vous, ça vous agresse, ça vous affecte. Donc, as-tu d'autres exemples de ce qu'on peut faire attention? Parce que, comme tu dis, toi, si tu décides aujourd'hui, ben, je m'habille un petit peu plus masculin, puis tout ça, la personne d'emblée, elle va peut-être y aller avec, ouais, t'as-tu une blonde? Fait que là, il faut prendre l'habitude de dire, t'as-tu une partenaire? Ben, tu peux même pas dire une. c'est une ou quoi un partenaire, on peut utiliser ce terme? terme. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est bon. T'as-tu quelqu'un dans ta vie? T'as-tu d'autres clichés? Ben, pas clichés, d'autres habitudes qu'on a dans notre société hétéronormative, qu'on a de parler, puis qu'il faudrait faire un petit pas de plus, là. Oui, une première chose, avant même de donner des exemples, tu as bien nommé aussi que parfois les gens n'ont pas l'intention de blesser. Et qu'est-ce qui est important à comprendre avec les microagressions, c'est que ce n'est pas les intentions, c'est l'impact qui a de l'importance là-dedans. Fait que même si tu dis, hey, je m'excuse, c'était vraiment pas mon but, ben, ça m'a blessé quand même. Puis il y a place à avoir une excuse, puis à être désolé ou recevoir un pardon de cette personne-là, même si cette personne-là n'avait pas des mauvaises intentions. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, en tant qu'exemple, si je pense dans ma vie, je pense beaucoup dans des expériences que moi j'ai vécues dans les cercles plus féminins ou les cercles féministes. Donc, j'étais dans un milieu d'emploi où plusieurs personnes parlaient du jour de la femme, par exemple. Et parce que
je suis pas une femme, les gens ne savaient pas trop comment adresser ça. Et là, à la place de dire, toi, Zachary, comment tu te sens par rapport à cette journée-là, ou est-ce que tu as vécu des expériences un peu dégradantes par rapport à ta féminité, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Qu'est-ce qu'on a dit en fait? C'est toi, Zachary, étant donné que tu as un sexe masculin, tu vis pas des affaires comme ça, c'est ça. Donc, on a assumé des choses sur ma vie, en plus de me lever dans une rencontre de travail que j'ai un pénis. Donc, ça, c'était très maladroit. Puis encore une fois, cette personne-là n'avait aucune mauvaise intention. Elle ne savait pas comment parler de ma personne. Donc, à la place de faire des assumptions ou d'assumer des choses sur ma vie, poser des questions plus grandes ouvertes, ça aurait été une meilleure solution. Donc, dire, toi, Zachary, par rapport au jour de la femme, comment tu t'y ressens, comment tu t'y connectes. Mais à la place de dire ça, on a dit, Zachary, il n'y a aucune chance qu'il est connecté au jour de la femme. Tandis que je ne suis pas une femme, mais il y a des expériences communes que je peux vivre comme toute autre femme aussi, de par ma féminité puis de la façon dont je m'habille. Donc, dès que je porte une robe, moi, je perds tous mes privilèges masculins parce que les gens vont vouloir avoir plus de violence envers moi, vont avoir moins de compréhension, vont assumer que, comme des fois, ça c'est un peu encore une fois stéréotypé, mais je vais dans les garages et je peux vous dire que dans les garages, j'ai pas le traitement qu'aucun autre homme. Ça, c'est sûr et certain. On assume que je connais rien. Puis c'est vrai, je connais rien, malheureusement. Là, je suis vraiment pas connaissant là-dedans, mais on assume. Mais je te comprends. On fait la même affaire avec nous. Ouais, ça, c'est sûr. Entre femmes, on se comprend. C'est quand on va dans les garages. Vraiment, hein? Dans une micro-agression, là, c'est vraiment. J'ai même pas tant envie de donner trop d'exemples, mais c'est d'écouter. Puis si tu fais des erreurs, d'écouter comment tu aurais pu ne pas faire ton erreur et de comprendre aussi que ça ne veut pas dire que la personne va avoir envie de t'expliquer. Parce que ça prend beaucoup de travail émotionnel. Ça se peut que ça fait 5 jours d'affilée que la personne explique à 5 autres personnes la même erreur que tu as faite et qu'elle dit, écoute, Google, c'est gratuit. Tu peux aller chercher, il y a des ressources. Je n'ai pas besoin d'être ton éducatrice personnelle non plus. Donc ça, c'est acceptable comme réponse aussi parce que ça fait 50 ans qu'on fait de l'éducation, autant au niveau des organisations communautaires qu'au niveau individuel pour mieux vivre. Donc ça fait bâtir de la frustration à l'intérieur de soi. Mais vraiment d'écouter. Lorsqu'on voit qu'on a brusqué quelqu'un, de ne pas se sentir gêné, de dire, ah, je vais juste éviter de parler à cette personne-là pour ne pas faire une erreur, c'est de dire, hey, je pense que je t'ai brusqué tantôt, je m'excuse d'avoir utilisé un terme, est-ce que tu veux m'en dire plus? Sinon, je comprends, mais si je t'ai offensé, je suis désolé, c'était pas mon intention. C'est vraiment d'être à l'écoute, d'être empathique avec ces gens-là aussi. Puis, je voulais juste partager un truc, je ne sais pas si c'est correct, mais moi, ce que je me dis, est-ce que je poserais cette question, est-ce que je ferais ce commentaire s'il s'agissait d'une personne hétérosexuelle? Tu sais, genre, est-ce que je dirais à une personne hétérosexuelle, ah ben toi, tu as un vagin, non, ou tu as un pénis, non, tu... Donc, je me pose toujours cette question-là. Puis si ma réponse est non, ben c'est comme non, je n'ai pas à poser cette question-là. Fait que je trouve que ça fonctionne. Quand on assume que tout le monde fait partie de la communauté LGBTQ+, que tout le monde est trans, on a beaucoup moins d'erreurs à faire. Et si on fait des erreurs, c'est pas envers les personnes queer qu'on le fait, c'est envers les personnes hétéros. Puis les personnes hétéros, au niveau des institutions, ne sont pas discriminées. Fait que c'est pas de l'homophobie. Si je pense qu'une de vous est une femme trans, techniquement, il n'y a rien de mal à être une femme trans, donc pourquoi vous seriez offusqué? C'est ça. Exactement. Excellent. Maintenant, j'ai une question peut-être un petit peu plus technique, là. Je vais dire si je suis une jeune personne ou une moins jeune personne, puis que, tu sais, je me reconnais pas vraiment, justement, dans notre société, là, qui est très société hétéronormative. Je fais quoi? Est-ce que, à qui je peux demander conseil? Puis toi, quel conseil tu donnerais aussi à cette personne-là? Sans rentrer dans les détails, je vais le rentrer un peu plus dans les détails, mais en général, première ressource qui me vient en tête, c'est Interligne, qui est basée à Montréal, mais qui est un organisme communautaire, une ligne d'appel pour les personnes queer partout au Canada, une ligne gratuite. Donc, dès que les jeunes de nos jours ont beaucoup plus accès à des téléphones qui sont plus personnels, qui sont plus à eux, et ça, encore une fois, c'est des gens qui sont dans un milieu privilégié, mais c'est souvent une ressource qui est le plus accessible. Est-ce que c'est 24/7, Zachary? 24/7, et ces gens-là aussi ont des ressources, autant en français qu'en anglais, dans les différentes communautés aussi, pour faire des références et dire, hey, si tu es dans cette région-là, appelle plus précisément cette compagnie-là, cette organisation-là, et eux
vont pouvoir te renseigner sur tes réalités dans ta région. Donc, Interligne. Oui, c'est ça, je voulais. Interligne. On Google ça, on va trouver ça facilement. Oui, oui, Interligne, c'est très connu. Donc, Interligne, première chose que je pense, si tu es en milieu rural ou même si tu n'as pas la capacité de faire ton coming out par manque de sécurité et tout ça. Après ça, la première chose que j'ai envie de dire à cette personne-là, c'est que tu n'es pas la seule à vivre ces émotions-là, parce que ça peut être très, très, très isolant de vivre cette découverte de soi, de voir le manque d'acceptance et donc de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir connecter avec d'autres gens qui vivent les mêmes choses. Donc, première chose, c'est que tu n'es pas toute seule à vivre ces réalités-là, à vivre ces questionnements-là. Donc, première chose, tu n'es vraiment pas tout seul. Je sais que moi, personnellement, quand j'ai des moments plus difficiles ou que je sens que je fais face à des défis qui sont un peu plus individuels, ce qui m'aide beaucoup, c'est Google et faire de la recherche sur ma communauté, l'historique des communautés queer. Et ça me fait sentir vraiment connecté aux communautés passées autant que communautés présentes. Et je sens que je fais partie d'un plus grand mouvement que juste de ma personne. Donc ça, c'est quelque chose qui me motive personnellement énormément. Mais si on est un peu plus dans un milieu où c'est difficile, je ne me reconnais pas, mais qu'il y a de l'acceptance, là, c'est d'en parler. C'est vraiment de ne pas garder ça pour soi. Soit c'est à un ami, à une amie, soit c'est à un membre de la famille, soit c'est à un enseignant, une enseignante. Ça peut être aussi à un psychologue ou si on a des ressources à l'école. Souvent, là, c'est vraiment là où le référencement ou aller chercher des ressources, ça se passe beaucoup. C'est d'en parler, d'essayer le plus possible, puis de savoir qu'il y a des ressources qui sont disponibles, que même si l'acceptation n'est peut-être pas là dans son foyer personnel, que l'acceptation, elle est dans d'autres endroits dans sa communauté et qu'il y a moyen aussi de ne pas se sentir seul là-dedans. Mais c'est pas facile, ça c'est sûr. Donc, c'était une de mes questions. Si on se questionne, si on ne sait pas où aller chercher de l'aide, Interligne, c'est un numéro à retenir. Puis aussi, sur Google, on tape des mots-clés, puis on va avoir accès à plein d'informations. Vraiment. Puis YouTube, il y a tellement de vidéos aussi qui parlent de qu'est-ce que les entités veulent dire, comment, même pas te dire est-ce que tu es gay ou pas, mais quels questionnements peuvent t'aider à découvrir ces choses-là. Il y a vraiment énormément de ressources en ligne. Ça, c'est une chance que ces gens-là ont. Puis après ça, quand on n'est pas en sécurité, ce qui est important, c'est aussi de savoir comment effacer son historique pour s'assurer que sa sécurité soit perdure malgré l'utilisation de l'Internet aussi, là. Puis aux parents qui ont un jeune, je dis souvent jeune parce qu'on est un peu plus dans notre phase exploratoire, tout ça, on se découvre soi-même. Aux parents qui ont un jeune qui justement n'est pas sûr, a des questionnements, puis tout, n'est pas sûr de son identité de genre. Ou ben donc, comment est-ce qu'on soutient notre enfant? Oui, comment? Qu'est-ce qu'on fait? Ce serait quoi ton conseil pour eux? On a deux oreilles et il faut les utiliser. C'est d'écouter son enfant sans jugement. Parce que je pense qu'on le voit de plus en plus, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés ou ont des connaissances beaucoup plus approfondies sur la communauté LGBTQIA de plus parce que c'est plus commun, c'est un peu plus parlé sur Internet, sur TikTok, entre autres, là, c'est vraiment partout. Donc, c'est d'écouter ses enfants et de reconnaître que peut-être que son enfant en connaît un peu plus que nous sur ces réalités-là. Puis même si on ne comprend pas, c'est bon de le dire. À la place de se frustrer puis de dire vraiment si je ne comprends pas, c'est que c'est pas vrai, c'est de l'exprimer à son enfant. Écoute, je pense pas que je suis la meilleure personne pour guider tes pensées. Je suis pas sûr de bien comprendre qu'est-ce que tu me dis présentement, mais dis-moi ce que tu as besoin. On va aller chercher des ressources. Puis encore une fois, pour les parents, il y a beaucoup de ressources. Je pense entre autres, au Québec, il y a la Coalition des familles LGBTQ+. Donc, ça, c'est un regroupement de personnes, une organisation communautaire qui crée des ressources pour les parents, qui crée des ateliers pour les parents. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Ils ont des ressources en ligne. Là, donc, même si vous n'êtes pas au Québec, si vous parlez français, il y a des ressources disponibles à la Coalition des familles LGBTQ+. Mais c'est d'écouter, d'essayer de comprendre, puis d'aller chercher des ressources qui vont aider cet enfant-là à comprendre. Donc, que ça soit à aller chercher un psychologue ou aller chercher un intervenant social pour accompagner ces enfants-là. Je sais que de plus en plus aussi, il y a des groupes Facebook pour les parents d'enfants LGBTQ+.
Je sais qu'à Kingston, il y a un grand groupe d'environ 500 personnes que c'est pour les personnes trans et les parents trans. Et les gens posent des questions, disent « Hey, mon enfant vient de faire son coming out en tant que non-binaire. J'essaie de trouver du vocabulaire pour l'adresser à la place de dire que c'est ma fille ou c'est mon fils. Qu'est-ce que je peux utiliser? » Et là, la communauté s'entraîne. Parce que la communauté queer, il y a un grand historique qu'on a été obligé de s'entraider puis faire du travail de soins entre nous parce que le gouvernement, les services de santé n'étaient pas là pour le faire pour nous et on était obligé de le faire pour nous-mêmes. Donc, la communauté est habituée à s'entraider. C'est ça. Mhm. Puis je pense que pour les petites communautés ou les régions plus rurales, tout comme les personnes qui n'ont pas accès à ces informations-là, bien, les parents, je pense, c'est d'aller googler aussi, mettre des mots-clés pour aller chercher le plus d'informations possible sur le sujet. Je pense que ça serait une bonne idée. Exact. Puis avant de te laisser aller, Zachary, écoute, on est rentré tellement dans le vif du sujet ultra rapidement. Si tu veux nous expliquer, pour conclure, Franco Queer, qu'est-ce que vous faites? Là, tu es avec nous aujourd'hui pour nous sensibiliser, nous éduquer. Je ne sais pas exactement tous les services que vous offrez à la communauté. Oui, Franco Queer, c'est une association francophone pour les personnes qui s'expriment en français et qui sont queer dans le territoire de l'Ontario, vraiment dans toute la province. Ça existe depuis 2006. Avant, c'était un groupe de bénévoles. Puis depuis, je pense, 2 à 3 ans maintenant, on a des employés qui travaillent à temps plein et qui offrent différents services. Donc maintenant, je pense qu'on est rendu une équipe de 7 ou 8 personnes payées qui sont à Toronto ou à certains endroits aussi en Ontario, mais principalement dans la région de Toronto. Et notre but, c'est de sensibiliser, d'éduquer, de célébrer cette identité-là aussi intersectionnelle, parce qu'on ne vient pas juste célébrer le queerness ou l'identité queer de ces personnes-là, on vient le jumeler aussi à l'identité francophone en situation minoritaire. Puis à travers quelques-uns de nos services, là, notre principal, un peu plus connu, c'est le CIF, donc le Carrefour pour les immigrants et immigrantes franco-queer. Donc c'est un service qui dessert les personnes issues de l'immigration et qui sont queer. Donc par exemple, les demanderesses d'asile, donc les gens qui veulent avoir le statut de réfugié. On aide les personnes qui sont résidentes permanentes à obtenir leur citoyenneté, tous des services comme ça. Puis on a aussi la Franco-Fierté, qui est un autre de nos gros services. Donc en juin, qui est le mois national de la fierté, on organise la programmation francophone pour la communauté LGBTQIA2+. On fait des recherches, comme dernièrement, on a créé et lancé un guide sur la pratique inclusive de services de santé mentale pour les personnes LGBTQIA2+, et noires. Donc vraiment à cette identité, à cette intersection identitaire-là, on a créé un guide pour aider les professionnels de la santé et les personnes du milieu communautaire à mieux servir ces personnes-là. Donc on a vraiment là, différents projets. On a des ateliers pour les écoles, des ateliers pour les organisations communautaires pour éduquer ou sensibiliser leur personnel. Donc, on est un peu partout. Tout ce qui a trait au français, à la queerness, puis à l'Ontario. Est-ce que vous avez un site web? Oui, francoqueer.ca, donc FRACOQUEER.ca. Puis je suis sûr que vous allez pouvoir mettre ça dans les notes du podcast. Exactement. Merci. Merci, Zachary, d'avoir parfait notre éducation aujourd'hui, de nous en faire mieux comprendre. Vraiment. Puis on va espérer qu'on va être des meilleures personnes aussi. Oui, cette heure-là a été très éducative pour moi, pour démystifier le sujet et tout. Puis je souhaite à tout le monde de rencontrer une Zachary pour être capable de leur expliquer le thème comme tu nous l'as expliqué. C'était vraiment bien. Tu es une excellente vulgarisatrice. Oui. Vraiment, là, bravo. Très ouverte, oui. Vraiment, merci. Même mes commentaires, mes énoncés ne l'ont pas ébranlé non plus. Merci, Zachary. Merci à tout le monde d'avoir été là, avec nous aujourd'hui. Je renomme aussi le site de Franco Queer, donc FRANCOQUEER.ca. Pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube, ce sera naturellement inscrit à l'écran.
Pour en savoir un petit peu plus sur Maison Interlude House, nous, ce qu'on fait dans la vie, n'hésitez pas non plus à aller visiter notre site web. On est un centre multiservice qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Et en se rendant sur notre site, on y trouve plein d'informations naturellement, mais aussi les façons de nous rejoindre. Puis il y en a plusieurs, Sylvie, n'est-ce pas? Oui, si vous êtes victime de violence, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous texter ou clavarder avec nous. Nous sommes là pour vous 24/7. Vous avez seulement qu'à visiter notre site web et vous aurez toutes les informations. Merci tout le monde, puis on se dit à bientôt pour Marie. une prochaine balado. Bye-bye. Cette série de balados est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires dans le cadre de l'entente Canada-Ontario sur les services en français.